Le 6 avril 1994, vers 20 h, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana décolle de Dar es Salaam en Tanzanie. À son bord se trouve également le président burundais Cyprien Ntaryamira, ainsi que plusieurs membres du gouvernement rwandais. À très précisément 20 h 27, 2 missiles sont tirés depuis le sol et touchent l'avion, qui s'écrase non loin de l'aéroport de Kigali, la capitale rwandaise. Aucun des 12 passagers de l'avion n'en ressort vivant. Ni les membres d'équipage français, ni les membres du gouvernement rwandais et burundais. Dès le lendemain matin, l'extermination des Tutsis commence. L'attentat du 6 avril 1994 est souvent considéré comme l'élément déclencheur du génocide rwandais, mais tout ne tient pas à ça. Et pour comprendre ce qui a poussé ce peuple à s'autodétruire, il faut un petit peu revenir en arrière. Le Rwanda est un pays d'Afrique, grand comme la Bretagne, situé dans la région des Grands Lacs. C'est un pays enclavé entre la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, et qui tient ses richesses principalement de la production du café et de l'agriculture. La population rwandaise précoloniale est structurée en une vingtaine de clans, avec à leur tête un chef appelé Muami. À l'intérieur de chaque clan, la population est divisée en 3 catégories. Les Tutsis, les éleveurs, qui possèdent le bétail, les Hutus, les agriculteurs, qui vivent de la terre, et les Twa, les artisans. Les Tutsis sont fatalement plus élevés socialement que les Hutus par le fait qu'ils possèdent du bétail, ce qui signifie plus de ventes, plus de rendement, etc. Mais dans le Rwanda précolonial, la mobilité sociale était possible. Un Hutu qui s'enrichissait et qui arrivait à acquérir du bétail pouvait passer Tutsi, tandis qu'un Tutsi qui s'appauvrissait pouvait redevenir un Hutu. En 1884, de l'autre côté de la Terre, un moustachu allemand, non pas celui que vous pensez, Otto von Bismarck décide de convoquer tous ses petits amis européens pour se partager le gros gâteau de l'Afrique à la conférence de Berlin. Apparemment, il y aurait des richesses là-bas, alors autant se servir. L'Allemagne hérite donc du Rwanda. D'ailleurs, elle va le perdre en 1919 avec la défaite de la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles. Donc le Rwanda va revenir aux Belges. Et les Belges, lorsqu'ils arrivent au Rwanda, ils sont impressionnés par la dynastie royale Tutsi. Ils ne comprennent pas bien le fonctionnement de cette société qui n'est pas occidentale comme la leur, alors ils vont faire un raccourci très dangereux dans leur tête. Ils vont assimiler les catégories sociales rwandaises à des catégories ethniques. Ils vont trouver des différences entre Hutus et Tutsis, comme quoi les Tutsis seraient plus grands, plus minces, plus fins, les Hutus seraient plus petits, plus trapus, plus foncés de peau. Aujourd'hui, selon l'historien Jean-Pierre Chrétien, rien ne permet de différencier les Hutus et les Tutsis à la base. Les colons vont donc ériger les Tutsis en une sorte de race supérieure aux Hutus, des presque blancs en quelque sorte. L'administration belge va donc favoriser largement les Tutsis en leur offrant un accès à l'éducation, des postes administratifs, tandis que les Hutus à côté restent dans leur champ. Et pour être sûr que la mobilité sociale ne soit plus possible, ils vont même inscrire l'ethnie supposée des Rwandais sur leur carte d'identité. Et ça va durer 30 ans, jusque dans les années 50. Car dans les années 50, un fort mouvement indépendantiste voit le jour en Afrique, et le Rwanda n'échappe pas à la règle. 9 intellectuels Hutus, dont un certain journaliste du nom de Grégoire Kayibanda, publient en 1957 le manifeste des Bahutus, dans lequel ils mettent en lumière l'exploitation qui est faite par les Tutsis. Si les mesures que réclame le manifeste paraissent modérées, elles soulignent l'opposition Hutu-Tutsi. Le manifeste va même plus loin et utilise plusieurs fois le terme de colonialisme Tutsi. Il n'en faut pas plus pour allumer la brèche et un fort ressentiment va naître à l'égard des Tutsis dans le pays. Et là, tout s'accélère. En octobre 1959, un parti politique exclusivement Hutu, le Parmé Hutu, est créé par Grégoire Kayibanda, journaliste, passé politique. Leur principale mesure dans leur programme est d'exiger l'abolition du colonialisme Tutsi. En novembre, un mois plus tard, c'est la révolution sociale Hutu. Les Hutus se révoltent par des manifestations très violentes dans tout le pays. Plusieurs centaines de Tutsis sont tués, principalement des membres de la dernière dynastie royale. Des dizaines de milliers de Tutsis prennent le chemin de l'exil dans les pays limitrophes, Ouganda, Burundi, Tanzanie. La monarchie est abolie 2 ans plus tard, et le 1er juillet 1962, le Rwanda accède officiellement à l'indépendance, sous la présidence de Grégoire Kayibanda, encore lui. En 1963, le gouvernement rwandais fait face aux attaques des Tutsis exilés. Une forte répression punitive est exercée contre les Tutsis de l'intérieur. Plusieurs milliers de Tutsis, sans savoir le nombre exact, même si plusieurs sources s'accordent à dire 10 000, sont purement et simplement massacrés. Bon, j'ai conscience que ça peut être un peu compliqué à suivre. En résumé, le colon belge, après le traité de Versailles, administre le Rwanda et met une graine dans la tête des Rwandais.
Les Tutsis sont une race supérieure et sont différents ethniquement des Hutus. Une théorie aujourd'hui largement remise en cause par les historiens, notamment Jean-Pierre Chrétien. D'ailleurs, dès 1931, une mention de l'ethnie est notée sur la carte d'identité rwandaise. Les Rwandais vont finir par intégrer cette théorie. Les Hutus vont se rebeller à la fin des années 50 avec notamment le manifeste des Bahutus qui marque le début d'une prise de conscience générale de la domination Tutsi sur les Hutus. Le Parmi Hutu est créé en 1959 et s'ensuit une première vague de meurtres contre les Tutsis et un exil record de près de 300 000 personnes. En 1962, le premier président du Rwanda est élu, le Hutu Grégoire Kayibanda. En 1963, attaque des Tutsis de l'extérieur du pays pour reprendre le pays, près de 10 000 morts Tutsis de l'intérieur en répression. Là, on fait un petit bond en avant, on se retrouve en 1972 dans le pays voisin, le Burundi. Le pays est gouverné à l'époque par le régime dictatorial de Michel Mekombero, un Tutsi à la barbe discutable. Des Hutus se rebellent et provoquent une insurrection. Une insurrection qui sera très durement réprimée par le pouvoir en place, on estime environ 100 000 morts Hutus. Des gens ont été décapités à la machette. Moi et mes amis, on n'a pas vu ces machettes, mais quand on est arrivé près de la route, on a vu un cadavre décapité et abandonné sous un arbre. C'était le samedi 29 avril. Et puis des hommes ont avancé vers nous. Mes amis ont eu peur, 3 d'entre eux sont partis en courant. Et soudain, ces hommes ont scandé « Révolution !» Ils ont sorti leurs lances. Et au Rwanda, le gouvernement craint un sursaut des Tutsis dans son pays. Kayibanda durcit alors considérablement sa politique. Les Tutsis sont systématiquement expulsés de l'enseignement, certains même massacrés dans les établissements scolaires. C'est la deuxième vague d'exode des Tutsis. Kayibanda se concentrant sur la menace Tutsi, il ne la sent pas venir de son propre camp, et en juillet 1973, un coup d'État est organisé par son ministre de la Défense, Juvenal Habyarimana. Juvenal Habyarimana, c'est un militaire de métier. Il était ancien chef d'état-major avant de prendre le rôle de ministre de la Défense. Et maintenant qu'il a pris le pouvoir, il compte pas le lâcher. Dès 1978, il fait rentrer dans la constitution son parti comme seul parti politique du Rwanda, évinçant par la même occasion tout adversaire politique. Il va bien entendu continuer de perpétrer les discriminations envers les Tutsis, notamment par le biais de quotas dans les postes administratifs et dans les écoles. Dans le même temps, au niveau de la politique internationale, Habyarimana entretient des relations proches avec le gouvernement français, un très bon allié depuis l'indépendance. C'est alors que la France signe un accord particulier d'aide militaire avec le Rwanda, un accord qui aura son importance durant le génocide. À chaque fois que le pays sera menacé, la France viendra en aide au gouvernement rwandais. Habyarimana va diriger d'une main de fer son pays pendant une quinzaine d'années jusqu'en 1990. Le 1er octobre 1990, les Tutsis exilés dans les pays limitrophes font valoir leur droit de retour et par le biais du FPR, le Front patriotique rwandais, ils organisent une attaque dans le nord du pays. C'est officiellement le début de la guerre civile. Et là, comme prévu, le gouvernement rwandais se tourne vers ses alliés, notamment la France, dont la politique devient de plus en plus trouble. C'est le début de l'opération Norwa, une opération qui visait officiellement à évacuer les ressortissants français se trouvant au Rwanda. En réalité, la France fournit en parallèle des armes au pouvoir en place et forme 10 000 militaires de plus, mais ça on y reviendra un tout petit peu plus tard. La radio des 1000 collines, la radio principale du pays, diffuse des messages explicitement anti-Tutsi, les traitant de Nyenzi, ce qui veut dire des cafards. La radio manipule la population et disent que les Tutsis vont prendre le travail des Hutus car ils sont obsédés par l'argent. 16h22 à Kigali, dans le blindé de la FLM. Avis à tous les Guinéens qui nous écoutent. Oui, à tous les Guinéens qui nous écoutent. Le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les Guinéens, vous n'êtes pas des Rwandais. L'ONU ainsi que plusieurs ONG préviennent dès 1993 les risques d'une purification ethnique et d'un génocide au Rwanda. La création du Hutu Power, emmenée notamment par Léon Mugesera, Jean Kambanda ou le colonel Bagosora, est un mouvement idéologique extrémiste visant purement et simplement l'élimination de tous les Nyenzi dans tout le pays. Et il prend de plus en plus de place dans la société. En 1992 et 1993, des négociations ont lieu entre le gouvernement en place et le FPR. Ces négociations vont aboutir aux accords d'Arusha en 1993. Mais la plante est déjà gangrénée. Les accords d'Arusha ne sont pas acceptés par la population qui écoute la radio des 1000 collines. Et Habyarimana est vu comme un lâche d'avoir discuté avec l'ennemi FPR. Le 6 avril 1994 donc, Habyarimana est tué dans son avion. Alors, des dizaines d'enquêtes ont été menées sans que l'on puisse affirmer avec certitude les commanditaires de cet attentat.
La première hypothèse, c'est celle d'une frappe menée par le FPR qui aurait réussi à s'introduire en Rwanda profond pour mener son attaque, semblerait-il la plus probable. La deuxième hypothèse, ce serait celle d'une attaque des extrémistes du Hutu Power qui seraient mécontents du dialogue engendré par Habyarimana avec le FPR. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement, mais toujours utile que dès le lendemain, le Hutu Power prend le pouvoir, et c'est le début du génocide rwandais. Des barricades sont érigées dans tout le pays par l'armée et par les milices nommées Interahamwe. À la vue d'une carte d'identité Tutsi, ils découpaient à la machette et jetaient les corps dans des fosses communes. C'est, selon mes recherches, la première fois qu'un génocide est appelé tel quel, alors qu'il se produit encore. Alors pourquoi la communauté internationale ne réagit pas? Puisque tout le monde est au courant, ils étaient même au courant avant que ça se produise. Eh bien, selon le général canadien Roméo Dallaire, responsable des 2500 casques bleus présents lors de la mission au Rwanda, c'est dû à un manque de volonté politique de la communauté internationale, dont l'attention était alors concentrée sur la guerre en Yougoslavie et qui ont délaissé économiquement Roméo Dallaire et ses hommes. Il y a eu plus de Rwandais de tués, blessés et déplacés en 100 jours qu'en 6 ans de guerre en Yougoslavie. Moi, je ne pouvais pas garder des troupes, on n'arrivait même pas à nous nourrir, et pendant ce temps-là, on mettait des milliards dans les troupes en ex-Yougoslavie. Dès janvier 1994, Roméo Dallaire avait tenté de prévenir l'ONU de la préparation des massacres d'envergure, mais son appel reste ignoré. Au plus fort des massacres, il tentera de nouveau de prévenir son supérieur hiérarchique Kofi Annan, mais pour les Nations Unies, le Rwanda est en guerre civile, il faut donc donner la priorité à la diplomatie. Moi, ça semble quand même assez lunaire de donner la priorité à la diplomatie quand on sait ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, ce sont les 100 jours les plus sombres de notre histoire récente. La radio-télévision d'Émile Colline encourage les tueries dans la bonne humeur, indiquant les endroits où des Tutsis se cachent, donnant des noms de personnes à abattre, galvanisant les miliciens pour qu'ils attrapent et découpent tous les Nyenzi et pour remplir les fosses. abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukiye kurwanya inyenzi inkotanyi n'ababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu mbabwira inkumi mbabwira abasore murabyumva rero inyenzi ntaho zishobora gukandira abantu bose imana tugira iwacu nuko ari bake cyane tuti ni bake cyane ndetse nubwo twabariraga ku ijana 10 ku ijana ubwo basigara 8 ku ijana abo bantu se koko muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya koko kuvuga hano niturwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu nazo dutsinda urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda nidutsindwa byo birumvikana iyo twarigitira mu gifu. Les armes utilisées par les miliciens sont principalement des machettes, des gourdins cloutés ou des houes, tandis que les armes utilisées par l'armée pour tuer les Tutsis sont principalement françaises. D'ailleurs, écoutons ce que le secrétaire général de l'Élysée de l'époque a à dire à ce sujet. La question des livraisons d'armes qui revient assez souvent, ce que je crois être le cas, ce que j'ai compris à l'époque ou après, avec le recul ou maintenant, c'est que la France a donc armé l'armée rwandaise pour résister aux attaques du FPR et de l'armée ougandaise, avec un certain type d'armement qui n'a jamais servi au génocide. Donc c'était armé dans ce but, en fait, à partir de 90 et après. Bon. Donc il y a eu des livraisons d'armes pour que l'armée rwandaise soit capable de tenir le choc. Parce que s'il n'y a pas d'armée capable de tenir le choc, vous pouvez oublier Arusha et tout le reste. Si. Ce sont bien les armes françaises qui ont tué les Tutsis. Le gouvernement était au courant des massacres. Ils ne peuvent pas prétendre ne rien savoir et avoir vendu des armes juste pour la guerre civile. Les massacres atteindront des sommets dans l'horreur. On parle de centaines de femmes enceintes éventrées, des viols à plusieurs coins de rue, la vision du cauchemar. Le nombre d'exterminants est absolument remarquable. Le génocide rwandais est réellement un génocide perpétré par des habitants. Alors apportons un peu de nuance, il existe tout de même des Hutus modérés qui cachent les Tutsis afin qu'ils évitent les machettes. Le cauchemar s'arrête officiellement le 4 juillet 1994, date à laquelle le FPR arrive à avancer dans les terres et à reprendre Kigali. 2 millions de Hutus fuient le pays par peur des représailles, et le général-major du FPR, Paul Kagame, devient l'homme fort du pays. Il deviendra même président en 2000,
Et d'ailleurs, c'est toujours lui qui est à la tête du pays aujourd'hui. Au lendemain de cet enfer, le bilan est colossal. 800 000 morts selon l'ONU, 1 million selon les recensements rwandais. 1 million, c'est une personne sur 7 au Rwanda à cette époque. On estime entre 150 000 et 250 000 femmes violées durant ces 100 jours. Il n'existe pas réellement de données sur la quantité de victimes ayant contracté le virus du sida à la suite des viols du génocide, donc je me risquerai pas à donner un chiffre, mais il est vraisemblablement énorme. Et toutes les victimes décédées des suites du sida ne sont bien évidemment pas comptées dans les 1 million de morts. Le génocide rwandais restera une énorme tache noire dans l'histoire récente de notre humanité. L'ONU et les grandes puissances mondiales ont marqué l'histoire par leur inaction, et on retiendra que définitivement l'humain n'apprend pas de ses erreurs. Voilà, c'est sur cette note pas très positive que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, mais que vous avez pu apprendre quelques trucs. Il y a des points que j'ai choisi volontairement de pas aborder dans cette vidéo, comme l'opération turquoise, l'exil des Hutus dans la région du Kivu, la guerre du cobalt depuis des années, la présidence de Paul Kagame, ou encore les gachacha. Il y a des tas de vidéos qui en parlent super bien, je vous les mets dans la description, si vous voulez en apprendre plus. Et puis, salut, à bientôt!